Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un Nouveau Monde. La semaine prochaine, un vol régulier va rallier Erevan, la capitale d'Arménie, à Istanbul. Alors ça paraît très banal, mais en réalité, la frontière est fermée entre les deux pays depuis 1993. 1993 réalisé, c'est une génération, réaliser tout ce qui s'est passé depuis 30 ans. Eh bien, il y a eu l'émergence de la Chine, il y a eu le nouveau Moyen-Orient qui s'est effondré, les révolutions arabes qui ont tourné court, le djihad planétaire, les guerres dans le Golfe, j'y pensais même plus, le repli américain évidemment, l'Europe qui s'est considérablement élargie. Et pendant tout ce temps, cette frontière obstinément close est comme gardée par des fantômes. Pourquoi tout d'un coup les Turcs et les Arméniens cherchent-ils à se parler? Le cherchent-ils vraiment? Pourquoi ont-ils ouvert des négociations qui, paraît-il, sont prometteuses? C'est du moins ce que l'on dit à Moscou. Le dialogue serait constructif. Qu'est-ce que la guerre au Karabakh, il y a 2 ans, a changé dans l'esprit des Arméniens qui ont perdu cette guerre contre l'Azerbaïdjan? Comment est-ce que l'on peut, en quelque sorte, imaginer que vont évoluer et pacifier les relations entre ces deux pays, ces deux voisins qui ont tant de ressentiments, tant de préjugés, tant de sang versé aussi en héritage? Géopolitique de l'Arménie est un petit livre, parce qu'il fait 160 pages, et c'est un grand livre parce qu'il permet de répondre à toutes ces questions et à bien d'autres encore. Bonjour Tigran Yegavian. Bonjour, vous êtes l'auteur de cette somme, vous êtes chercheur au Centre français sur le renseignement, Centre français de recherche sur le renseignement, CF2R. Vous avez publié 4 ouvrages, dont l'un sur les minorités d'Orient, les oubliés de l'histoire, que vous étiez venu présenter sur ce plateau. Et alors, ce livre-là n'est pas un témoignage, c'est un essai de géopolitique. D'abord, expliquez-nous l'idée force qui sous-tend tout l'ouvrage sur l'incurie ou la débilité politique des Arméniens. Oui, je crois que ce livre est un plaidoyer pour une appréhension du réel, pour une géopolitique réaliste. Et c'est ce qui a vraiment cruellement manqué aux élites arméniennes en 30 ans, puisque de 1994 jusqu'à 2020, le Karabakh était aux mains des Arméniens avec une confortable profondeur stratégique. Et rien n'a été fait côté arménien pour débloquer cette situation, de ce statu quo qui était vraiment intenable parce qu'en 30 ans, le rapport de force a considérablement évolué à la défaveur de l'Arménie. L'Azerbaïdjan, qui est un pays rentier, gazier, pétrolier, s'est considérablement armé. Pendant ce temps, l'Arménie s'est considérablement affaiblie démographiquement, géopolitiquement, parce que c'est un acteur très isolé sur le plan régional et international. Et ce livre contribue à opérer une sorte de réponse au pourquoi du maintenant et pourquoi les élites arméniennes ont besoin d'un vrai aggiornamento et surtout une vraie pensée d'État, parce que c'est ce qui fait vraiment défaut en Arménie, c'est le sens de l'État. Vous avez un grand pays en termes de civilisation, d'histoire, 3000 ans d'histoire, avec son particularisme, son génie artistique, culturel, mais vous avez un pays qui n'a pas de tradition d'État, qui n'a pas le sens de l'intérêt général, alors qu'en face, il n'y a peut-être pas d'équivalent civilisationnel, mais il y a une prise en compte quand même de ce qu'est l'État. Il n'y a pas de hauts fonctionnaires qui fonctionnent en Arménie, en fait. Il n'y a pas cette organisation, cette administration qu'on admire ailleurs. Il n'y a pas l'équivalent de l'ENA, il y a pas, vous avez quand même, ils payent le prix d'une hémorragie démographique, d'une fuite des cerveaux en 30 ans. Le pouvoir a été confisqué aux mains d'une caste prédatrice, kleptomane. Et ce qu'on peut observer, c'est que les différents présidents qui se sont succédés après le cessez-le-feu ont construit un régime, mais ils n'ont pas construit un appareil d'État avec des institutions pérennes, avec l'impôt, avec tous les outillages qui nous envient, en tout cas en France. Et je crois que c'est vraiment, pour moi, c'était l'occasion aussi d'opérer un véritable examen critique pour pouvoir préparer une nouvelle génération. Et surtout, vous savez, on fait beaucoup de livres sur la cuisine arménienne, sur le génocide arménien, on est beaucoup dans la mémoire. Mais je pense qu'on rendrait plus service aux Arméniens en protégeant les vivants que respectant la mémoire des morts. Quand bien même c'est difficile compte tenu du négationnisme agressif de la Turquie et de son allié azéri. Il y avait une impossibilité, une incapacité à se projeter, à régler le problème, sinon à le régler en tout cas, à prendre de face le problème que posait
le Haut-Karabakh, qui avait donc annexé de facto un certain nombre de territoires de l'Azerbaïdjan, et la situation pendante ne pouvait pas perdurer ainsi. Mais les Arméniens l'ont cru. Ils l'ont cru pourquoi? Parce qu'ils rêvaient ou parce qu'ils n'avaient pas le courage? Je crois qu'il y a un problème de représentation du réel. Les Arméniens sont un peuple qui sont hantés par le souvenir du génocide non reconnu et par la hantise de la disparition. Ça, c'est un fait quand même qui est constant. Ouais. Le Karabakh représente beaucoup dans l'imaginaire national parce que c'est la première fois dans l'histoire, depuis le génocide, que les Arméniens n'étaient plus des perdants, ne se faisaient plus massacrer comme des moutons qu'on conduit à l'abattoir, mais qui résistaient. Il y a eu tout un culte autour de la résistance. Et c'était vrai que la première guerre du Karabakh a été gagnée de haute lutte, avec le concours de la Russie. Ça, on le dit moins, mais les Russes, à ce moment, étaient plutôt en faveur des Arméniens. Je crois qu'un rendez-vous a été manqué, très important. En 1997, c'était encore le président Levanta Petrosyan, qui était un homme très pragmatique, qui avait le sens de l'État, combien même il y avait des difficultés, et qui était d'accord pour une solution négociée sur la base de concessions mutuelles. Et en face, Aliyev, le président azerbaïdjanais. Il y a disons, une alternance importante, un changement en 2003, lorsque le président Aliyev père, qui lui était en position de faiblesse, était plutôt partisan d'un compromis, donc décède et cède le pouvoir à son fils. Vous savez, les Aliyev sont au pouvoir depuis les années 60 en Azerbaïdjan, donc c'est encore pire que les Assad. Ouais. Je veux dire, c'est vraiment une longue histoire féodale. Et son fils, qui était moins légitime que le père, a misé sur un nationalisme arménophobe pour construire sa légitimité. Et donc cette arménophobie, cette préparation, ce revanchisme qui a eu raison, au fait, de la guerre. D'accord. Mais quand le président Petrosyan aurait pu et a envisagé d'engager des discussions avec Bakou, avec la capitale voisine, pour régler ce problème de territoire, à ce moment-là, il n'y a pas eu de réponse du côté azéri? Disons que les Azéris étaient en position de faiblesse au début, ils étaient d'accord pour, c'est compliqué de parler sans carte, mais pour un échange de territoire qui aussi exposait beaucoup l'Arménie au risque du panturquisme parce que les Azéris n'ont jamais digéré le fait que l'Arménie puisse avoir une bande de territoire la reliant à l'Iran et la coupant de son exclave, ce petit territoire qui s'appelle Nakhitchevan, qui est coincé entre l'Iran, l'Arménie et la Turquie, et qui est privé d'une continuité territoriale avec l'Azerbaïdjan. Et l'Arménie constitue une sorte d'écharde qui empêche la réalisation de cet axe panturquiste pour la relier avec la Turquie. Et donc, les Arméniens ne se sentaient pas en sécurité, il n'y avait pas de garantie. À ça s'ajoute le fait que Petrosyan a été désavoué par ses fidèles lieutenants, par ces personnalités avec lesquelles il composait le pouvoir, qui donc se sont opposés à ce plan. Il n'avait plus aucun choix que de remettre sa démission en janvier 1998. Oui, alors en fait, et on voit donc que toutes les évolutions à l'œuvre géopolitiques régionales vont finalement à l'encontre des intérêts de l'Arménie. C'est ça ce qui est le plus frappant. Avant d'être défaite militairement, elle l'était diplomatiquement, puisque aucun État n'avait reconnu l'indépendance du Haut-Karabakh, même pas la propre Arménie. Elle ne l'a pas reconnu de juré. Elle l'a reconnu de facto, mais elle ne l'a pas reconnu de juré parce qu'elle ne voulait pas être isolée de la communauté internationale. Alors, bon, 4000 morts, la bataille d'il y a 2 ans, 4000 morts, 10 000 blessés, le territoire amputé de 9000 km². Il y a de quoi ébranler une société et fragiliser un système politique. Les Arméniens ne se sont toujours pas remis parce que le régime actuel, donc, qui porte une lourde responsabilité dans la défaite, a menti sciemment à la population pendant le déroulement du conflit, mais il n'est pas le seul responsable de cette défaite. Il a menti comment? Avec illusion lyrique, en lui laissant croire. Il y a eu, bien sûr, toute cette communication. La victoire était au bout du canon. Voilà, c'était le slogan, nous allons vaincre, alors que l'armée arménienne n'avait pas été mobilisée, alors que les fameux Iskander livrés par la Russie n'ont pas été déployés, alors que l'armée de l'air n'est pas intervenue. Donc il y a beaucoup de mystères autour de cette guerre. On a parlé d'une commission d'enquête indépendante, mais vu l'état des choses, elle n'a toujours pas été effective. Et donc on est vraiment dans une situation d'impasse. Alors l'impasse, elle est totale, puisque le président Sarkissian vient de démissionner en expliquant qu'il n'avait pas les moyens de peser sur la conduite des événements, ni en politique intérieure, ni à l'étranger, qu'il n'était pas d'accord avec la façon dont les choses se faisaient. Et le Premier ministre, lui, est bloqué, est enfermé chez lui à cause du Covid. Il a été contaminé par le virus. Il n'y a plus d'État, en fait. Il n'y a plus personne au sommet de l'État.
Disons que c'est un État à souveraineté limitée, déjà, qui a confié en fait les clés de son destin à la Russie. Alors il y avait un équilibre à peu près tant que la Russie était faible, c'était sous le président Levon Petrosyan, mais là, vous avez une relation de suzerain à vassal. Donc tant que la Russie a repris la main sur le Karabakh, puisque ce qui reste du Karabakh arménien, c'est-à-dire cet embryon, cette portion congrue, est devenu de facto un protectorat russe, l'Arménie n'est plus garante de sa sécurité et elle n'est pas non plus garante de sa politique étrangère, puisque vous avez bien vu que lors de l'affaire du Kazakhstan, l'Arménie qui est la présidente tournante de cette coquille vide qu'on appelle l'OCTS, l'OTAN russe entre guillemets. C'est un OTAN russe mais qui a essentiellement une fonction politique. Absolument, absolument pas. Il n'a rien de sécurité collective que de nom, donc a déployé 70 soldats à la demande de la Russie. Donc il y a un jeu excessivement complexe qui implique différents acteurs. Et on a l'impression que l'Arménie a perdu l'importance stratégique aux yeux du Kremlin. Dans les années 80-90, c'était différent. Il y avait un véritable levier auprès de Moscou. Et on a l'impression que l'Arménie concerne moins les élites russes qui regardent l'Arménie comme, on va dire, un vassal, une caserne, sans forcément se projeter sur ce que doit être l'avenir. Oui, mais est-ce que ce n'est pas justement l'erreur du Premier ministre arménien d'avoir considéré que la Russie était moins importante qu'elle ne l'avait été, d'oublier qu'il y avait des investissements russes en Arménie autrement plus considérables que l'argent qu'apporte la diaspora, que c'était un allié absolument incontournable et qu'il ne fallait pas l'insulter? Je pense qu'il y a une maldonne, en fait, une mauvaise interprétation sur le fait que la révolution de velours qu'a conduit Nicole Pachinian au pouvoir en 2018 était une révolution programmée par Soros, une révolution de couleur. Pachinian reste aussi un homme post-soviétique, qui a un logiciel, qui a une mentalité post-soviétique, qui méconnaît un petit peu le langage occidental, mais bien sûr, il a péché par amateurisme, par dilettantisme. Mais cela importe peu auprès du Kremlin. Je pense que le problème des États arméniens, c'est de méconnaître les codes aussi du Kremlin, de cette nouvelle élite russe, avec lequel les Arméniens, s'ils parlent la langue russe, sont quand même coupés, on va dire, de cette mentalité. Donc oui, il y a un véritable gap, on va dire, un véritable décalage en termes de mentalité, mais de là à dire que Pachinian paye pour un alignement imaginaire auprès des États-Unis et de l'OTAN, c'est quand même aller fort en besogne, puisque l'Arménie s'est retrouvée en guerre, non seulement contre l'Azerbaïdjan, mais aussi contre la Turquie, deuxième armée de l'OTAN, il faut le rappeler, qui est intervenue massivement sur le terrain, le Pakistan, l'OTAN qui a soutenu aussi la Turquie, qui n'a pas dénoncé cette guerre. Ouais. On se rappelle la parole du président Macron, qui a été contredite par celle de M. Le Drian. Donc l'Arménie était excessivement seule, isolée, mais toujours sous l'escarcelle de la Russie. Alors Gérard Chaliand, grand spécialiste des guerres asymétriques, des guérillas, vous a donné une préface qui est extrêmement élogieuse, enthousiaste. Tour de force, la plus remarquable des analyses critiques, dit-il, de l'histoire arménienne, grande rigueur, la probité de votre démarche intellectuelle. Il est très élogieux et c'est un véritable hommage. Et il écrit que dans cette préface que pendant des décennies, après le génocide de 1915, pardon, les Arméniens ont procédé à une sorte d'attendrissement sur eux-mêmes et d'absence de réflexion politique, justement. De pensée politique, oui. Oui, parce qu'ils ne savent pas penser l'État. Vous savez, la dernière fois que les Arméniens ont un État, c'était au Moyen-Âge, non pas sur le territoire du Caucase, mais en Cilicie, donc dans le sud de l'Anatolie. Ils l'ont perdu en 1375, et de 1375 jusqu'en 1918, ils étaient plutôt dans la condition de dhimmi, on va dire, de protégés, et surtout tiraillés entre deux empires géopolitiques concurrents, l'Empire ottoman, l'Empire russe, pour faire simple. Donc 1918, vous avez un éphémère État qui va durer 2 ans et demi à la faveur de l'effondrement de l'Empire russe. Et puis l'Arménie soviétique, qui n'était pas un État souverain, mais qui a permis quand même de garder un embryon territorialisé. Donc l'apprentissage de l'État ne s'est pas fait. Il y a eu un gâchis épouvantable. Je crois que la diaspora aussi a sa part de responsabilité, puisque la diaspora n'a pas investi cet État comme aurait pu le faire la diaspora juive, même la diaspora grecque, vis-à-vis de leurs pays de référence respectifs. La relation qu'entretient la diaspora vis-à-vis de l'Arménie, c'est une relation sentimentale, axée sur l'humanitaire et le tourisme. Vous ne construisez pas un État sans le rapport des ressources humaines. Et c'est un vrai défi qui se pose aujourd'hui pour la société de l'Arménie. C'est quand même un véritable atout, parce que c'est la diaspora qui a permis la reconnaissance du génocide arménien. Oui, mais l'effet pervers de la reconnaissance du génocide, c'est qu'on s'est enfermé dans le piège de la mémoire.
et d'avoir confondu le lobbyisme et la diplomatie. Et je crois que c'est aussi une erreur funeste de la part des élites arméniennes d'avoir délégué à la diaspora le combat pour la mémoire, pour la reconnaissance du génocide, et délaissé le combat pour la reconnaissance du Karabakh et de la construction de l'État. Vous voyez ? Mais alors, ce qui est terrible, c'est que vous dites que les Arméniens sont enfermés dans leur passé, hein, et dans ce traumatisme initial, le génocide, la mémoire du génocide. Mais ce qui s'est passé il y a 2 ans rappelait terriblement le génocide, parce que ce sont des djihadistes syriens embarqués par la Turquie, ce sont des éléments de l'armée pakistanaise, ce sont les drones opérés par des artilleurs turcs qui viennent au secours de l'Azerbaïdjan, à l'appui de l'Azerbaïdjan. Et donc c'est comme une sorte d'international islamiste qui combat l'Arménie et qui chasse les Arméniens de leur terre ancestrale. Absolument. On a revécu en fait une répétition d'un scénario que les Arméniens ont déjà connu en 1920. En septembre 1920, les forces turques kémalistes attaquent l'Arménie, s'emparent du mont Ararat, de 30 000 à peu près, enfin une grande superficie territoriale. Et l'Arménie, qui est complètement exempte, qui appelle l'Occident à l'aide, qui appelle la Société des Nations à l'aide, dans l'indifférence générale, se retrouve mutilée et amputée et partagée entre la Russie bolchevique qui va soviétiser ce petit bout de territoire qui reste encore arménien, comme elle l'a fait en 2020 avec le Karabakh, et la Turquie qui se taille la part du lion. Aujourd'hui, il est question de contenir l'entrisme turc dans cette région du Caucase qui est considérée par Moscou comme son précaré. Et c'est pourquoi il est intéressant de suivre un petit peu ce processus de normalisation arméno-turc qui ne rime pas avec réconciliation. Alors, donc la guerre et cette sainte alliance islamiste contre l'Arménie, et puis la conduite aussi des crimes de guerre qui ont pu être commis, en tout cas des choses qui relèvent presque du crime de guerre. Des têtes coupées, Voilà. des mutilations. Et puis n'oubliez pas que l'Azerbaïdjan a méprisé les conventions internationales puisqu'elle retient encore arbitrairement plusieurs centaines de prisonniers politiques, prisonniers de guerre, pardon, au mépris des droits des conventions de Genève. Elle pratique une politique raciste d'anéantissement de ce qui reste des Arméniens au Karabakh. Il reste à peu près 120 000 Arméniens dans le Karabakh. Elle fait tout pour les déloger. Elle empiète aussi sur le territoire. Elle rend la vie l'Arménie. quotidienne infernale. Impossible, Hein. oui. Dans l'indifférence générale, puisque, mis à part quelques tweets de Jean-Christophe Buisson, rédacteur-chef adjoint du Figaro Magazine, peu d'intellectuels, peu de journalistes français en font état. Et donc on revit un petit peu cette chimérique... Mais de quoi est-ce que vous voulez faire état? Parce qu'il y a une armée russe qui est déployée sur une sorte de zone tampon qui sert de, je ne vais pas dire de garde-chur, mais en tout cas de garde-frontière. Et puis... c'est quoi? C'est l'histoire de courant qui est coupé, de bétail qui est volé. C'est la pression sur la petite population arménienne du Karabakh. C'est difficile à raconter. Vous avez 2000 soldats russes maintien de la paix qui protègent cette population. C'est un nombre certes non négligeable, mais insuffisant pour garantir la sécurité des civils qui sont victimes d'enlèvements, qui sont victimes de tirs de sniper. Régulièrement, en fait, on enregistre des décès. Non pas uniquement que de militaires, mais aussi de civils. Combien en 2 ans? Plusieurs centaines, en tout cas. Plusieurs centaines. Enfin, non, le décès, non, un petit peu moins, plusieurs dizaines, je dirais. Mais on a des nouvelles absolument terrifiantes d'Arménie. Oui, ça, c'est la pression. Et alors, et puis alors, les conditions, la guerre, donc, telle qu'elle s'est déroulée, l'ennemi tel qu'il était, et puis après, les conditions du cessez-le-feu aussi rappellent l'humiliation de 1920. Mais l'histoire s'est répétée, vraiment. Et malheureusement, les Arméniens ont sous-estimé une règle élémentaire des relations internationales. C'est que l'amitié, la France qui se dit l'ami, qui est l'ami de l'Arménie, ne peut pas intervenir. Elle ne peut pas envoyer des drones parce que n'oubliez pas que l'Arménie fait partie du camp d'en face. L'Arménie n'est pas membre de l'OTAN. Elle est peut-être membre de l'OIF, mais elle fait partie de l'OCTS. Donc c'est très difficile d'expliquer aux Arméniens qu'on a beaucoup d'amitié pour eux, mais que pèse cette amitié et quelle traduction peut-on lui donner en relation internationale? Vous dites que les Arméniens aussi sont hantés par la mémoire de l'Arménie ancestrale, l'Arménie d'un autre Tigrane, d'ailleurs. D'un empire éphémère, premier Tigrane, siècle avant Jésus-Christ. Vos parents devaient être habités par... ce souvenir, la mémoire de ce C'est un prénom très très courant grand en Arménie. roi. C'est un prénom très courant en Arménie. Oui. Mais là, oui, ce que vous me dites là, c'est que les Arméniens sont habités les par Arméniens ces souvenirs. donc, ont cette idée de la Grande Arménie en tête, et ils ne se sont pas résignés quelque part à l'avoir perdue, alors que d'autres l'ont fait. Regardez les Grecs, par exemple. Les Grecs ont abdiqué toute revendication sur... L'Asie mineure.
Ben voilà, sur la Hongrie, La Hongrie du Trianon. Oui, amputée. et ils s'y sont résignés facilement, semble-t-il. En tout cas, ça ne les a pas empêchés de continuer à avancer, d'intégrer l'Union européenne et de développer leur identité, de garder leur identité. L'Arménie ressemble à une peau de chagrin. Et le problème de ce pays, c'est que tant que les Turcs n'auront pas fait ce travail nécessaire de la mémoire, elle vivra toujours hantée par le génocide. Nous sommes en face d'un État négationniste qui continue, si vous voulez, à utiliser ses leviers en interne, mais aussi vis-à-vis de la diaspora, vis-à-vis des Turcs. Qui continue à tourmenter l'Arménie. Et qui considère ce qui reste d'Arménie comme une sorte d'incongruité. C'est pour ça qu'il est excessivement difficile de négocier dans un rapport du faible au fort, sachant que les Turcs ne connaissent aujourd'hui que le rapport de force et qui négocient dans un contexte excessivement dramatique, particulier, alors que le sang n'a pas encore séché. Et quand vous avez aussi cet appareil diplomatique turc qui est extraordinairement compétent, que peut faire l'Arménie si ce n'est passer entre les gouttes et négocier quelques avantages commerciaux? Alors, par ailleurs, le contexte régional dont on parlait à l'instant, il y a un facteur que vous n'évoquez pas, mais qui semble déterminant, c'est la relation ambiguë qui existe désormais entre la Russie et la Turquie. Une forme d'alliance à revers aussi, hein, et donc qui bloque le soutien de la solidarité russe pour son protégé arménien. Il faut se défaire d'une représentation un peu stéréotypée que parce que la Russie est une puissance orthodoxe, elle va soutenir l'Arménie bec et ongle au nom de la chrétienté. La Russie a beaucoup d'intérêt avec la Turquie, que ce soit en termes de gaz, de centrales nucléaires qu'ils vont construire, d'échanges commerciaux, de tourisme. Elle a besoin d'une Turquie cheval de Troie de l'OTAN. Hein, la Turquie est un cheval de Troie de l'OTAN pour les Russes et c'est comme ça qu'ils la perçoivent. Et donc, je crois que les Russes ont intérêt à ce que ces négociations aient lieu de rapprochement arméno-turc, mais à un certain degré, à certaines limites. Et toujours est-il qu'en 2009, il y a eu une tentative de rapprochement. Et je ne suis pas convaincu que les Russes étaient très enthousiastes à l'idée que la frontière arméno-turque soit rouverte et qu'il y ait une vraie normalisation des relations arméno-turques, parce que ça éviterait aux satellites arméniens d'échapper un petit peu de l'orbite de Moscou. L'autre crainte qu'on peut avoir aussi, c'est que l'Arménie se retrouve colonisée par la Turquie économiquement, comme c'est le cas de l'Adjarie, une petite région en Géorgie, voisine de la Turquie, musulmane, où les investissements turcs ont complètement phagocyté ce territoire. Donc c'est aussi une crainte qu'on peut entendre d'Arménie. Qu'est-ce qui donne à espérer? Qu'est-ce qui, dans l'évolution de la situation, peut être source d'optimisme raisonnable? Je pense quand même qu'il y a une certaine flexibilité, une certaine souplesse de la part aussi des Arméniens à naviguer. Mais vous ne mettez pas en avant, par exemple, les embarras actuels de la Turquie qui se retrouve en pleine crise économique, avec une crise politique que l'on voit poindre pour l'an prochain au moment des présidentielles. Vous ne croyez pas que la pression va baisser sur l'Arménie? En tout cas, tant que la situation économique est aussi désastreuse, la Turquie a besoin d'alimenter des foyers de tension dans son environnement régional, parce que ça lui permet de se rendre indispensable et d'avoir des vrais leviers, comme elle le fait en Libye, en mer Égée, en Afrique. Non, par contre, là où c'est intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui va se passer en Azerbaïdjan, parce qu'en Azerbaïdjan aussi, vous avez un pouvoir excessivement autoritaire, mais qui étouffe une société. Les Azéris ne sont pas très satisfaits aussi de la situation actuelle. Ils ne sont pas satisfaits que des soldats russes occupent un territoire qu'ils revendiquent. Ils ne sont pas satisfaits d'avoir une victoire totale. Et ils ne sont pas non plus satisfaits aussi de leur alliance avec la Turquie qui veut les phagocyter. Les Azéris sont jaloux de leur indépendance. Un dernier mot. La démission du président Sarkissian, c'est exceptionnel qu'un chef d'État se fasse harakiri au prétexte qu'inaugurer les chrysanthèmes ne lui suffit plus et qu'il se trouve impuissant face à la situation. C'est rarissime. Comment est-ce que vous expliquez qu'il ait jeté l'éponge ainsi soudainement? Deux raisons. Une raison, c'est qu'il est question de changer cette constitution arménienne qui n'est pas du tout appropriée pour un État du Caucase Sud sans tradition étatique. L'Arménie n'est pas la Suède, elle n'est pas l'Autriche. Donc le régime parlementaire ne marche pas en Arménie. Le président a une ambition pour le pays. Il veut participer. Il a été Premier ministre dans le temps.
Il est empêtré dans des affaires de corruption qui le lient avec des montages financiers un petit peu ambigus du côté du Kazakhstan, du côté des Caraïbes. Hein. C'est un homme qui a beaucoup servi les intérêts britanniques en Arménie. Il était ambassadeur d'Arménie pendant 30 ans au Royaume-Uni. Il a un passeport de Saint Kitts and Nevis. Donc il est rattrapé par des affaires. Il a intention de laver un petit peu son honneur et de se racheter une nouvelle virginité. Toujours est-il qu'il est intéressant de savoir si la Constitution arménienne ne va pas procéder à des amendements conséquents pour que Pachinian puisse se maintenir au pouvoir dans le cadre d'un régime semi-présidentialiste, voire présidentialiste. Enfin évolué en tout cas. Tigran Yegavian, géopolitique de l'Arménie, et c'est un livre formidable. Moi, je partage le point de vue de Gérard Chalian, qui vous donne cette préface. C'est vraiment un livre épatant. Et si vous vous intéressez à l'Arménie, vous ne pouvez pas passer à côté. Et l'histoire de l'Arménie, c'est une histoire qui intéresse le monde entier parce que c'est un témoignage, l'Arménie, celui de capacité à revivre et à essayer de perdurer malgré les massacres et les tribulations de l'histoire. Merci à vous, Tigran, d'être venu jusqu'à Télé-Sud. Et rendez-vous à vous autres la semaine prochaine, même lieu, même heure.